Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour qu'on puisse faire ensemble la lecture des comptes rendus d'audience du procès de Mazan. Aujourd'hui, on va lire le thread de Juliette Compion, enfin le début de matinée, et la fin de journée, du coup l'après-midi, on va basculer sur Marion Dubreuil, puisque je crois que Juliette Compion n'a pas pu, enfin je crois, j'ai vu en fait que son thread se terminait en disant, parce que je regarde toujours en fait la fin, et du coup là je voyais qu'elle disait qu'elle était obligée de partir, et du coup qu'elle nous redirigeait vers Marion Dubreuil. On a l'habitude de lire aussi ces threads, mais en vrai on peut commencer et faire que du Marion Dubreuil, mais je suis très fidèle à Juliette Compion finalement. Donc on va quand même commencer par elle et je vous propose qu'on commence de suite. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé pourquoi il y avait du PQ hier qui est toujours là. D'ailleurs, il est caché juste. C'est juste que ce jour-là, je ne l'ai pas caché. Hier, je l'ai pas caché, mais il est toujours là parce que j'ai des allergies et en fait, mon nez coule. Il coule tout le temps, mon nez. Et du coup, j'ai toujours, en fait, dans chaque pièce de ma maison, il y a du papier toilette. En fait, je trouve qu'un papier toilette, c'est la taille parfaite pour pouvoir rentrer dans mon nez et sortir ce qu'il y a dedans. Voilà, maintenant vous savez tout. Arrêtez de me poser des questions en me disant, en ayant des pensées lugubres. Je sais que ce procès est lugubre, mais non, mon papier toilette ne sert que pour me curer le nez. Voilà, vous savez tout. Je n'ai plus de secret pour vous. Très honnêtement, on n'a plus de secret les uns pour les autres. Non mais j'ai vu la remarque et du coup ça m'a fait rire, donc je me suis dit il faut que je clarifie quand même la situation. Je ne me pignouffe pas pendant les lectures de procès, hein. Je ne coupe pas ça en montage. Les jetées de souris, oui. Enfin celle-là on la jette pas trop, on est d'accord. Celle-ci elle est toute neuve, on la jette pas. L'autre je l'ai cachée pour éviter de la jeter. C'est vrai qu'hier je me suis pas mal énervée. Aujourd'hui on va pas s'énerver, hein. On va essayer. Enfin on va essayer. Je ne vous promets rien de toute façon. Je n'ai aucune promesse à vous faire. Allez, je vous propose qu'on commence de suite. Mercredi 13 novembre, non pas du tout, 44e jour au procès des viols de Mazan à Avignon. On entend ce matin les expertises psychiatriques du dernier groupe d'accusés, 7 au total. Le public des femmes, essentiellement, est toujours présent. Je vous mets une petite photo. L'audience est ouverte. Les expertises ont été menées par le psychiatre Philippe Darbourg. Le premier concerne Christian L, 55 ans, 56 ans demain. Ah, ben Christian, il fête son anniversaire le 14 novembre. Un des accusés, on est ravis. L'accusé qui comparait détenu a dépeint une enfance très heureuse. Il est devenu pompier professionnel dès l'âge de 18 ans. Dans l'un, il aurait souffert d'un burn-out. Il ne fait pas état de difficultés majeures dans sa vie familiale. Il a été marié, a eu 2 filles avec son ex-épouse. Christian a toujours pratiqué des sports de façon intense, notamment du cyclisme et de la randonnée, poursuit l'expert qui parle d'un quinquagénaire de corpulence équilibrée, ayant pris du poids en détention. D'accord. Le psychiatre parle d'une quasi-addiction au sport qu'il pratique de manière intensive. Ah, c'est lui qui pesait ses repas, je crois. Christian L. ne présente pas de troubles psychopathologiques, mais une fragilité psychique qu'il s'efforce d'évacuer dans une conduite d'évitement. L'analyse de sa vie psychosexuelle ne relève pas d'insatisfaction ou de frustration, ni de tendances déviantes ou perverses, pointe Philippe Darbourg. À la fin de son exposé, le président de la cour criminelle précise au psychiatre que Christian est également poursuivi pour détention d'images à caractère pédopornographique. La cour devra statuer sur cette infraction également. C'est une infraction, la détention d'images pédopornographiques? Voilà, j'apprends quelque chose. Alors, c'est l'article 227-23, le fait en vue de sa... Je vais commencer à me renseigner par rapport à ça parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. La diffusion, la fixation, l'enregistrement, transmission d'images ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de 15 ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation. Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de le faire importer ou de le faire exporter, est puni des mêmes peines. Mais vous savez ça, je l'apprends. Alors, je ne pensais pas que le simple fait d'importer, d'exporter, ça veut dire que, je sais pas, demain, j'ai envie de voir ce que c'est, par curiosité. Bon, je ne ferai jamais ça, je vais bien dans ma tête, enfin pour l'instant, même si ce procès me rend ouf, mais je veux dire, je ne pensais pas que le simple fait de télécharger une vidéo qui comporterait ça est puni par la loi. Mais si jamais tu télécharges un truc et que tu savais pas ce que c'était, ou que dedans... parce que je sais que par exemple sur
Ouais, mais après, Telegram, c'est différent. Parce que sur Telegram, des fois, il y a des choses... Bon, j'y suis pas. Enfin, j'ai un profil Telegram, mais j'ai pas... Je suis sur aucun canal, parce que c'est... En fait, il y a pas de modération, et moi, quand il n'y a pas de modération, ça fait très peur. Mais je pensais pas que le simple fait de télécharger, bien qu'en soi, oui, ça me paraît normal. Qu'est-ce que tu fous avec ça? Mais si jamais il y a quelqu'un qui vient et qui fait cheval de Troie, et du coup télécharge des trucs à ton insu. Ouais, mais de toute façon, il y a des traces de ça. Il y a des traces de ça. Donc, puis c'est pas un fichier qui va... Non, non, mais il y a des traces de ça. Ok, du coup, les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsqu'il est utilisé pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communication électronique. Eh bien, écoutez, nous avons la loi sous les yeux et nous verrons ce qu'il en sera lors du verdict. J'ai hâte de voir. Donc, on en était où? L'expert n'était pas informé de cette détention. Ok, donc l'expert psychiatre, il savait même pas qu'il était aussi en possession de ça et que du coup la police le savait. C'est vrai que ça peut constituer un élément susceptible de modifier les conclusions, reconnaît-il. Mais attendez, comme ils se parlent pas entre les experts, les enquêteurs, tout ça entre eux? Vous prenez connaissance des pièces du dossier en amont ou pas du tout, lui demande un assesseur. Oui, je prends connaissance de quelques pièces, répond-il. Stéphane Babonneau revient sur certaines de ses conclusions. Vous écrivez « L'analyse de sa vie psychosexuelle ne relève pas d'insatisfaction ni de mesures déviantes ou perverses », rapporte l'avocat de Gisèle Pellicot. Il poursuit. Est-ce que pour être défini comme un abuseur sexuel, il est nécessaire d'avoir un passif de frustration identifié? Ou bien est-ce qu'un abuseur sexuel ne peut pas abuser une seule fois? On a eu à cette barre des hommes qui, jour après jour, disent « Je suis pas un violeur », comme si un violeur était taraudé de passion et d'obsession, observe l'avocat. C'est vrai ça. C'est vrai que certains sont là, mais en fait, moi j'ai eu une vie totalement normale, et finalement je ne suis pas un violeur, ce n'est pas ce qui me définit de par mon historique, de par mon passé. Mais c'est vrai qu'en fait, tu peux totalement devenir un abuseur une seule fois, enfin, par la force des choses. Enfin, pas par la force des choses, mais vous m'avez compris, pas parce que vous avez eu un passif compliqué, quoi. Sur les abuseurs sexuels, il y a des causes assez diverses qui touchent à la psychopathologie de près ou de loin. Est-ce qu'on peut être un abuseur sexuel en ayant abusé une seule fois, tel que vous le présentez, ça donnerait corps à cette idée que le violeur est une figure marquée par des tendances déviantes qui l'amèneraient à commettre plusieurs faits, interroge l'avocat. Oui, puisqu'il reconnaît les faits, mais des éléments cliniques m'ont fait dire qu'il me semblait pas être un abuseur sexuel susceptible de récidiver, souligne le psychiatre. Sachant que vous vous basez sur ce qu'il a déclaré et qu'il ne parle pas des éléments de pédopornographie, commente Stéphane Babonneau. C'est vrai. Là, quand même, on peut voir, ça reste, c'est une déviance le contenu, enfin, ouais, consommer du contenu pédopornographique. C'est vrai qu'il y a cette tendance de dire, ben en fait, un violeur a forcément eu des déviances dans sa vie. Après, pour le coup, ce mec, il avait des déviances aussi, quoi. Il avait des déviances de contenu pédopornographique, donc un attrait pour le contenu pédopornographique, donc il en avait des déviances. Mais en fait, là pour le coup, je suis pas tellement d'accord avec l'expert psychiatre. Enfin, après, c'est un expert, tu me diras, mais pour moi, ce qu'il a fait, ça se rapproche quand même de la nécrophilie, le fait de kiffer le faire avec quelqu'un d'inerte, de mort, limite. Donc c'est une déviance, de toute façon, de ne pas vouloir... de violer quelqu'un une fois. Pour moi, tu es un abuseur sexuel. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, tu as violé, même si c'est qu'une seule fois, tu es un abuseur sexuel. Et le risque de récidive, pour moi, peut-être que pour lui, il n'y a pas de risque de récidive, mais enfin, après, là, ils se sont fait gauler. Hein. Et pour ceux qui se font pas choper, tu violes une fois, tu peux être tenté de le faire une deuxième fois. Parce que si tu as apprécié l'expérience de dominer le corps de quelqu'un, c'est totalement dit que tu vas vouloir le refaire, puisque c'est quelque chose qui t'a excité. Donc ouais, franchement, je suis pas d'accord avec lui, là. Guillaume de Palma, l'avocat de Christian L., regrette. On cherche à vous faire dire que votre rapport est faussé à cause de l'absence de déclaration de monsieur... franchement, clairement, déjà, il est faussé, et lui-même a dit que ça changeait ses conclusions, le fait qu'il ne lui ait pas dit qu'il consommait, qu'il fantasmait sur du contenu pédopornographique. Donc on n'essaye pas de faire dire quelque chose, c'est la réalité. Quant au fait de détention d'images pédopornographiques, l'avocat souligne qu'il n'est pas question
qu'il n'est question que de 4 photos qui peuvent, en fonction de l'interprétation des uns et des autres, revêtir peut-être un caractère pédopornographique. Il précise que ces photos ont été retrouvées parmi 728 images à caractère sexuel. Donc là, Guillaume de Palma nous explique que sur toutes les images à caractère sexuel, donc qui représentaient peut-être une scène ou peu importe, il y avait 728 images, et sur les 728, il y en avait que 4 où c'était des mineurs. Mineurs, on ne sait pas, c'est de 0 à 18. Et ouais, en gros, là, il dit en fonction des interprétations des uns et des autres, tu vois. C'est peut-être... Mais... Putain, franchement, c'est dégoûtant. Je suis désolée, c'est dégoûtant. Ça me saoule. On passe à la deuxième expertise, celle de Joseph C., 69 ans. Il a grandi à Vénissieux, près d'Avignon, et est le 5e d'une fratrie de 7 enfants. Il a qualifié son enfance de simple et heureuse. Il a été professeur de karaté dans une association de la police nationale pendant une 20aine d'années. Son premier engagement amoureux a eu lieu assez tard, vers 27 ans. Avec sa première compagne, il a eu une fille âgée de 36 ans. Son caractère est perçu par l'expert comme calme, pondéré, affirmé, mais pas impulsif et peu conflictuel. Philippe Darbourg, donc l'expert, ne repère pas d'anomalies majeures, pas de troubles de la personnalité pouvant évoquer des tendances perverses ou pédophiles. Sur les faits, il dit avoir été entraîné malgré lui. J'ai été invité par un homme qui se présentait comme le mari d'un couple libertin. Il y avait un autre homme, ce dont il ne m'avait pas prévenu, a-t-il déclaré. Il s'agit donc de Romain V., un autre accusé. Je me suis senti mal à l'aise et à aucun moment je ne l'ai pénétré. Tout ça a duré environ 10 minutes, a précisé Joseph. Le président précise que Joseph n'est pas renvoyé pour le crime de viol, mais pour un délit, étant donné qu'il n'y a pas eu de pénétration de sa part. Donc, je crois que c'est le premier accusé qui n'est pas accusé du crime de viol, je crois. J'en ai pas le souvenir. Voilà le deuxième homme pour lequel vous écrivez. Il n'apparaît d'aucune façon comme un abuseur sexuel. Monsieur C. reconnaît les faits d'attouchement. S'il venait à être condamné et reconnu coupable, vous diriez que c'est un abuseur sexuel, demande Stéphane Babonneau. Je maintiendrai qu'il n'y a pas d'éléments cliniques, pas d'éléments biographiques, pas d'antécédents. Il n'y a pas d'anomalie psychosexuelle qui en ferait un abuseur sexuel, au sens de quelqu'un qui risquerait de récidiver, rétorque le psychiatre. Votre expertise m'apparaît parfaitement claire. Absence de tendance perverse, absence de tendance pédophile, pointe l'avocat de Joseph C. Il n'apparaît en aucun cas comme un abuseur sexuel. On peut vous croire, interroge-t-il. Oui, assure l'expert. On passe à la troisième expertise concernant Nicolas... Décidément, il n'y a aucun abuseur sexuel dans ces accusés. Hein. On passe à la troisième expertise concernant Nicolas F., 42 ans. L'homme affirme qu'il pensait à une relation homosexuelle avec Dominique Pellicot en venant à Mazan. Il est fils unique et a exercé comme journaliste pigiste avant son interpellation. Il effectuait surtout des reportages dans le domaine économique. Sur le plan affectif, il a eu quelques brèves rencontres avant une première relation amoureuse. Nicolas F. attribue leur rupture au comportement volage de sa compagne. Leur séparation a été douloureuse pour lui, précise l'expert. Il ajoute, il est resté sur ces dernières années et éprouve des difficultés à faire confiance à des femmes. Il ne rapporte pas de tendance déviante sur le plan de la sexualité, il se dit hétérosexuel, mais a eu une unique relation homosexuelle en 2018, relève Philippe Darbourg, qui souligne la pauvreté de sa vie affective et émotionnelle. Concernant Nicolas F., le président rappelle qu'il est poursuivi pour détention d'images à caractère pédopornographique. Des images sadomasochistes et des relations sexuelles avec des animaux ont également été retrouvées, ajoute le magistrat. Est-ce que cela peut faire varier vos observations, lui demande Roger Arata. Ça confirme la notion d'une sexualité incertaine avec, en effet, des conduites exploratoires un peu malsaines à travers des pratiques pas très explicites, estime l'expert. Ouais, c'est plus qu'un peu malsaines, hein. Des animaux, des enfants, allô ? Vous n'avez pas écrit qu'il n'avait pas le profil d'un abuseur sexuel. Est-ce que vous estimez qu'il a le profil, lui demande Stéphane Babonneau. Sur ce qu'il rapporte, non. Mais c'est un sujet fragile sur l'expression de sa sexualité, ses affects et ses émotions, mais sans doute qu'on puisse affirmer qu'il a un profil d'abuseur sexuel, insiste Philippe Darbourg. L'avocat général estime qu'au vu de la quantité d'images retrouvées, on dépasse quand même la curiosité. Ça rajoute à ce que j'ai qualifié d'une sexualité incertaine, répond l'expert. L'avocat de Nicolas F. souligne que l'accusation de détention d'images pédopornographiques est parfaitement contestée par son client car celle-ci avait été effacée. On entend à présent la quatrième expertise qui concerne Boris M., 37 ans.
Comme ses prédécesseurs, il rapporte une enfance heureuse, n'a manqué de rien et n'a aucun souvenir négatif. Il affirme être resté proche de ses deux parents et il a obtenu le brevet, a suivi un BTS en alternance qu'il n'a pas eu, il a arrêté ses études à 22 ans et a ensuite travaillé dans des sociétés de transport à des postes administratifs. Boris M a eu un grave accident de voiture en 2014, il a été hospitalisé 8 mois à Carpentras et en garde des séquelles importantes avec un amaigrissement majeur, il est passé de 105 à 60 kg. Il n'a pas de pathologie mentale, de troubles graves de la personnalité, pas de fragilité psychoaffective majeure, même si l'expert note une fragilité psychique et des traits d'immaturité. Il n'a pas d'insatisfaction, de frustration, de tendance déviante ou perverse. Stéphane Babonneau reprend la parole. C'est le 4e homme pour lequel vous écrivez qui n'apparaît d'aucune façon comme un abuseur sexuel. Vous ne l'auriez pas écrit, je ne viendrai pas vous interroger là-dessus. C'est la notion d'exclusion qui m'interpelle, dit-il. Avez-vous vu la vidéo de Monsieur M commettant des actes sexuels sur Madame Pellicot, lui demande l'avocat. Non, non, répond l'expert. Si vous aviez vu cet homme pénétrer cette femme endormie, vous auriez maintenu cette affirmation que je qualifie de péremptoire, ou ça aurait changé votre appréciation sur cette exclusion, lui demande l'avocat. La préoccupation d'une expertise, c'est de préciser ce qu'il en est d'un risque de récidive, faire la différence entre celui qui est un abuseur sexuel, de circonstance, et celui qui est susceptible de répéter ce genre d'abus, précise Philippe Darbourg. Vous faites la distinction entre un abuseur sexuel de circonstance et d'habitude. On a la chance avec ce procès d'avoir la réunion de plusieurs dizaines d'hommes, ça permet de s'intéresser à l'approche de ces questions, estime Stéphane Babonneau. Ce que je comprends, c'est qu'il existe un abuseur sexuel de circonstance, mais en réalité, est-ce qu'on ne peut considérer qu'on est un abuseur sexuel quand on commet un abus sexuel, demande-t-il. Oui, rétorque l'expert. On passe à la cinquième expertise. Celle de Philippe L., 62 ans, qui n'a appris la réalité de ses origines que dans les années 2000. Le père géniteur était décédé à 27 ans sur un terrain de rugby. L'accusé parle d'une grande proximité affective avec sa mère. Il aurait eu 2 relations avec des femmes dans les années 90-2000, sans pour autant s'engager à s'impliquer dans un projet de vie commun. L'homme est célibataire depuis. Il ne présente pas de tendance déviante ou perverse, pas d'anomalie psychiatrique, pas de trouble de la personnalité, pas de signes qui en feraient un abuseur sexuel. Voilà le 5e homme pour lequel vous concluez qu'il n'a pas le profil d'un abuseur sexuel. Est-ce que ce n'est pas la définition de ce que vous appelez un abuseur sexuel qui mériterait d'être revu, l'interroge Stéphane Babonneau. L'avocat précise, la notion serait presque invalidée par le fait que les 5 hommes comparaissent pour des faits d'abus sexuels. Je ne peux qu'être frappé par la différence avec cette conclusion et ce que j'ai vu sur la vidéo de Monsieur L. Ma préoccupation dans ce genre d'examen, c'est de faire apparaître la cause d'un abus sexuel. Je conteste la notion de Monsieur Tout-le-Monde, car je crois que ce n'est pas n'importe qui peut se livrer à des abus sexuels, répond le psychiatre. Il ajoute, on pourrait distinguer la notion d'abus sexuel et de prédateur sexuel, celui qui est en recherche de satisfaction sexuelle systématique préméditée. Peut-être que j'aurais dû préciser qu'on n'avait pas affaire à des prédateurs sexuels, mais à des hommes qui, dans des circonstances très particulières, ont commis des abus sexuels, poursuit l'expert. N'avez-vous pas le sentiment que le confrère de la partie civile vide de toute sa substance la nécessité qu'un expert psychiatre vienne dans la cour criminelle, lui demande Stéphane Simonin, l'avocat de Philippe L. Il ajoute, vous auriez pu ne pas venir car il y a la presse qui est là et nous avons les vidéos. Je reprends les termes du conseil de la partie civile. Quand j'ai relu mes exposés, c'est vrai que j'ai eu un temps de réflexion sur le fait que j'avais insisté sur « il n'apparaît pas comme un abuseur sexuel ». Je me suis réinterrogé sur cette phrase, mais il m'a semblé que je pourrais m'en expliquer, répond le psychiatre. Vous seriez posé cette question en ayant dans le box un braqueur de banque? A-t-il le profil d'un assassin? Vous auriez dit « ce type n'a pas le profil de l'assassin ». Est-ce que ça enlèverait le fait qu'il soit reconnu comme assassin après le verdict? Interroge l'avocat. Non, répond l'expert. On est d'accord, je vous remercie, rétorque Stéphane Simonin. On entend la 6e expertise, celle de Nizar H, 40 ans. Il a un CAP de coiffeur en Tunisie et il est arrivé en France en 2001. Dès 2005, il a travaillé comme maçon, puis livreur, puis comme employé dans une usine et dans des supérettes. Il se présente comme un sujet sociable, non conflictuel. Il n'a pas de pathologie mentale et pas de troubles graves de l'organisation de la personnalité. Sa personnalité est dans les limites de la normale, avec des traits d'immaturité et des tendances transgressives. Il affirme avoir été entraîné malgré lui dans des relations sexuelles d'un mode pervers. Le psychiatre précise que Nizar allait se marier au moment des faits et qu'il aurait voulu enterrer sa vie de garçon et avait utilisé ce site, Coco, pour cela un site libertin. L'accusé pense avoir été drogué et a déclaré à l'expert « Même si je regrette ce qui s'est passé, je me sens pas coupable ».
Ah bon? Une assesseuse observe que Nizar lui présente un parcours assez lisse, alors qu'il a été plusieurs fois condamné, notamment pour soustraction d'enfants par ascendant et violence conjugale. Ce discours lisse montre une tendance à l'évitement quant à mes questions avec Philippe Darbour. De la même manière, une femme s'est présentée hier comme étant sa compagne et n'apparaît dans aucun récit que peut faire Monsieur H, que ce soit à l'enquêteur de personnalité et à vous-même, ajoute-t-elle. C'est un récit qui questionne, reconnaît le psychiatre. Comme pour chaque accusé, Stéphane Babonneau l'interroge à nouveau sur la notion d'abuseur sexuel, se défendant de donner dans le comique de répétition. L'affaire est trop grave, souligne-t-il. L'avocat note que c'est le 6e accusé dont il dit qu'il n'a pas le profil d'un abuseur sexuel. Il ajoute si dans notre dossier on n'avait pas ces vidéos, l'affaire se résumerait à du parole contre parole. Votre conclusion serait donc un argument important pour la défense. Elle dirait vous voyez, l'expert le dit, ce n'est pas un abuseur sexuel, poursuit l'avocat. Je crois avoir répondu et il m'a semblé important de distinguer ce qui relevait d'un abus sexuel prémédité et récurrent, précise le psychiatre. Cette notion m'apparaît périmée et peut-être même dangereuse, tranche Stéphane Babonneau. Guillaume de Palma, l'avocat de Nizar H, déclare à l'expert « Il n'y a jamais eu de demande de contre-expertise, tout le monde a été satisfait, c'est donc le travail que vous avez fait était un travail de qualité. » Enfin, Philippe Darbour livre ses conclusions pour la dernière expertise psychiatrique de la journée, celle de Charlie A, 30 ans. Il reconnaît plusieurs agressions sexuelles entre 2016 et 2020, déclare-t-il en préambule. L'accusé est poursuivi pour 6 faits. Il dit qu'il aurait été invité par le conjoint et comprend tardivement que la victime était endormie, rapporte l'expert, qui décrit un homme ayant peu de relations amicales, un sujet assez isolé. Il n'a pas de pathologie mentale, seulement un isolement affectif et relationnel avec une addiction aux jeux vidéo et une tendance à se dévaloriser. Stéphane Babonneau revient à la charge, notant que le psychiatre a lié la notion d'abuseur sexuel avec la répétition des faits, souligne l'avocat. L'avocat souligne que l'accusé est venu 6 fois. Comment conclure qu'il n'apparaît d'aucune façon comme un abuseur sexuel? Mais lui aussi, c'est pas un abuseur sexuel alors qu'il est venu 6 fois? Il ne paraît pas rechercher systématiquement des situations d'agression sexuelle comme un agresseur sexuel. Mais putain, il nous casse les couilles. Comme quelqu'un qui a agi de manière récurrente. Mais franchement, là, il fait exprès, c'est pas possible. 6 fois, c'est pas récurrent, insiste Stéphane Babonneau. 6 fois dans des conditions très particulières. Il a eu du mal à prendre conscience de sa responsabilité, estime l'expert psychiatre. Non mais ça va pas. Il précise, il dit avoir compris tardivement que Dominique Pellicot avait fait endormir sa femme. Christophe Huguenin-Virchaud, l'avocat de Charlie A, demande au psychiatre d'expliquer sur quels éléments il s'appuie lors de son expertise. Sur les éléments de procédure à ma disposition, les attitudes de sujet, ses déclarations, son vécu affectif et émotionnel, ses commentaires par rapport aux faits, détaille Philippe Darbour. Non, en fait, il se base que sur ce qu'il dit, quoi, et sur son attitude, ses déclarations. Ouais, son vécu, un peu son historique, mais en fait, il se base jamais sur les faits. Vous avez vocation à commenter les faits qu'on vous soumet, à donner votre avis personnel, poursuit l'avocat? Non, répond l'expert. On vous dit que vos éléments sont importants, qu'il y a eu un retentissement médiatique, vous n'avez pas l'impression qu'on cherche à vous faire commenter votre rapport, ajoute Christophe Huguenin-Virchaud. Oui, dit l'intéressé. Votre rapport ne satisfait pas la partie civile car il n'incrimine pas assez les gens dans le box et dans la salle, lâche l'avocat. L'audience est suspendue, elle reprendra à 14h avec les premiers interrogatoires de personnalité. Du coup, on va switcher sur Marion Dubreuil. C'est parti. Reprise de l'audience avec l'interrogatoire de personnalité de Nicolas F. à droite sur le croquis. Ah, elle a fait un petit croquis. Une enfance normale et heureuse. J'ai été choyée, je n'ai manqué de rien. J'ai un goût pour la musique, j'avais un instrument. Pour le sport, j'étais inscrit au tennis. Je suis titulaire d'une licence communication. Oh non. Oh non, nous avons un point commun avec l'accusé. J'avais des amis à l'école en dehors, explique Nicolas F. J'ai effectué beaucoup de remplacements dans des services de communication, puis après la crise économique, je me suis investi dans une association sur l'économie locale. J'ai pu entrer dans la profession de journaliste. J'ai aucune visibilité dans ma vie tant que le procès n'est pas fini, je suis plutôt d'une nature qui va de l'avant, mais pour être honnête, je suis concentré sur le procès, explique Nicolas. J'ai toujours eu un manque de confiance en moi, après une relation avec une femme qui avait 5 ans de moins que moi, j'ai été trompée. J'ai été très amoureux et ça m'a laissé sur le carreau. Je n'ai plus voulu de relations sexuelles, je n'ai plus voulu de relations stables après. Fin 2017, j'ai eu une perte de stabilité financière, le média pour lequel je travaillais a fermé, j'étais indépendant et pour tirer des revenus corrects du journalisme, faut carburer. Après mon échec de relation, je me suis dit, perdu pour perdu, j'ai voulu tester des choses. Tester des choses, je ne parle bien évidemment pas de viol, je voulais une relation avec un homme. C'est comme ça que j'ai rencontré Monsieur Pellicot, explique Nicolas. Ça m'est arrivé de rencontrer des hommes, parfois de couple, je n'ai jamais eu de libido trop active, je ne cherchais pas à tout prix, je n'avais pas besoin de besoins particuliers, précise-t-il insistant.
précis et insistant. D'après le rapport de son contrôle judiciaire, d'après le contrôle de son contrôle judiciaire que le président lit en ce moment, Nicolas F. ne tire pas de bénéfice de son suivi psy, même s'il est assidu aux entretiens. « Je suis un célibataire sans enfant, répond Nicolas. Quel regard vous portez sur le contenu à caractère sexuel extrême qu'on a retrouvé dans votre ordinateur, demande Maître Babonneau. Des images zoophiles. Je conteste. Je ne suis pas zoophile ni pédophile. Ces images se sont retrouvées sur votre ordinateur ? Je ne les ai pas téléchargées, assure Nicolas. L'accusé explique maintenant la vie en détention, traumatisante, notamment après le suicide d'un codétenu. Aujourd'hui, il dit s'occuper de ses parents âgés et malades. Nicolas dit avoir quitté les réseaux sociaux parce que certains journaux lui ont demandé d'enlever le fait qu'il avait pu travailler pour eux. Il dit aussi s'être fait voler des photos par des féministes enragées. Pardon. C'est maintenant à Christian... Sans commentaire. Vraiment sans commentaire. C'est maintenant à Christian L. d'être interrogé sur sa personnalité. Pour ceux qui aiment Marcel Pagnol, j'ai la même enfance que la gloire de mon père, à la Garrigue, la mer est à côté. Okay. Idyllique, ce n'est pas assez fort. Mon père jouait au foot, c'était mon entraîneur. J'ai fait de la voile. En face de chez nous, il y avait une caserne de pompiers. À 16 ans, j'ai fait comme mes copains, j'y suis allée. Je me suis donné les moyens tous les ans. Les sapeurs-pompiers de Marseille recrutaient une trentaine de personnes. Christian explique que sa carrière sentimentale et sa carrière professionnelle se sont suivies au rythme des changements d'affection. 40 ans de carrière, j'en suis à un peu plus de 4000 morts. Explique quoi ? Quand ma compagne C'est très bizarre de compter les morts. Quand ma compagne vous dit que je rentrais à la maison, je pleurais. Ça me donnait encore envie. Aujourd'hui, il y a des psys, mais pas à l'époque. Quoi ? Je comprends pas quand il parle. On nous a dit, oh là là, vous êtes des alcooliques, mais on nous a rien donné à la place. J'ai fait un burn-out et je suis descendue retrouver mes parents dans le sud. Explique Christian. Ma femme ne voulait pas bouger. J'ai 700 photos, comme on l'a dit, et il y a que 4 photos qui sont problématiques. Ma mère est morte, j'étais en prison. Mes enfants, je sais même pas où ils sont. J'en ai marre d'être traîné dans la boue. Christian L. désigne du doigt les journalistes. Nous, on est enfermés, mais moi, le soir, je regarde la télé. J'ai pas de milliers de photos. Ça fait 3 ans et 10 mois que je suis en prison, j'ai pas de casier judiciaire, j'ai plus de femmes, plus d'enfants. Quand vous avez passé 40 ans de votre vie à sauver des gens, sa voix s'étrangle. L'informatique, c'est une passion. J'avais 17 ordinateurs chez moi. J'ai fait du piratage informatique. Coco, dans les années 90, c'était un site de chat à premier. C'était un des premiers sites de chat à sortir. Coco, pour se connecter, un pseudo homme ou femme, âge et code postal. Sur Coco, il y avait des collégiens, des lycéens et à côté des salons pour adultes et c'est rapidement devenu le lieu de tous les prédateurs et tous les arnaqueurs. On faisait la chasse aux faux et c'était essentiellement du mytho. La détention, c'est long. Ça permet l'introspection. Avec la mère de mes enfants, on n'avait plus de relation et rapidement je me suis tournée vers l'infidélité. 2009, quand je vais sur Coco, j'ai fait une rencontre avec un couple, c'était rarement des femmes seules. Le candolisme, ce n'est pas choquant, encore plus avec des couples d'un certain âge, c'est courant dans ce milieu. La somnophilie ou le syndrome de la belle au bois dormant, oui, mais les personnes participaient rapidement. C'est ce qu'on m'avait vendu là aussi, assure Christian. En général, c'est l'homme, la personne forte du couple, qui assure la sécurité de la femme, qu'elle ne se trouve pas avec un dégénéré. Jamais une femme n'est derrière le clavier. La seule certitude, c'est la webcam, assure Christian. Comme c'est consenti pour venir échanger de photos de tête, de corps, de sexe, s'ils vous invitent à venir chez eux, ils ont validé tous les critères. Vous ne parlez pas, ça se passe en acte. Comment vous voyez votre avenir ? Je ne le vois pas, répond Christian. Je prendrai un bateau et je rejoindrai Paul Gauguin aux Marquises. J'ai pas la ref. Bon. Il s'est fait passer pour un libertin qui n'a pas respecté les règles du libertinage. Un libertin fait confiance à l'homme qui assure la sécurité de sa femme. Quand vous tombez sur un pervers manipulateur, le résultat n'est pas bon. On va arriver à un moment compliqué où on va devoir faire un contrat sur papier. Si on ne fait plus confiance à personne, on va devoir, je sais pas moi, s'interroge Christian. Demander à la femme, lui propose Stéphane. Bien lancé, Stéphane Babonneau. Bien lancé. Qu'est-ce que nous parle de contrat ? T'avais juste à demander à madame, en fait. Je ne peux pas avoir fait ça. J'ai passé ma vie à sauver des gens. C'est un viol, mais c'est un viol physique. Jamais eu à l'esprit de violer des femmes, assure Christian. Okay. C'est maintenant à Boris M de répondre à la cour sur sa personnalité. Lui aussi pratiquait le libertinage, pas de scénario, des échanges en particulier. Les faits ont eu lieu le concernant en janvier 2020. Vous vous définiriez comment sur le plan sexuel ? Est-ce que vous pouvez gérer les périodes d'abstinence ? Demande le... Putain, mais c'est fou qu'on pose ces questions. Demande le président. Oui, bien sûr, assure l'accusé. La question du besoin sexuel frénétique des accusés revient souvent dans les débats. C'est vrai que c'est ouf. Boris M dit qu'il effectuait des missions d'intérim quand le procès a débuté et que son nom a été publié dans la presse. Il dit avoir reçu un SMS de son employeur qui mettait un terme à leur collaboration. Pas facile de trouver quelqu'un quand vous êtes accusé de viol, explique Boris, qui ne cherche pas vraiment une relation sentimentale pour le moment. Vous avez donc suspendu votre vie, lui demande une assesseure ?
reprise de l'audience avec l'expertise psychologique de Joseph. Ah ben on n'a pas la réponse, ok. Pas de troubles psychopathologiques, il indique avoir grandi au sein d'une famille nombreuse, aux valeurs fortes. Pas de carence dans sa construction malgré des témoignages d'affection rares. Sur le plan social, en capacité de créer des liens, d'aller vers l'autre. Joseph C. nie les faits de viol, il ajoute avoir quitté le domicile des Pellicot en l'absence de réaction de Gisèle Pellicot. Joseph C. s'avance à la barre. Joseph décrit une vie de famille nombreuse, joyeuse, avec beaucoup de liberté. Il qualifie sa mère de la donna. Il appuie son propos, faire 8 enfants. Mon père était plus strict, un service militaire, des petits boulots et des cours du soir. Joseph raconte sa vie amoureuse avec la mère de sa fille, aujourd'hui âgée de 40 ans. Sa vie, très importante pour nous les Italiens, il est ému en gros, il appelle sa fille sa vie. Il est ému en évoquant sa rupture avec sa dernière compagne en 2019. J'essaie de me reconstruire avec cette affaire et c'est très difficile. L'échangisme, c'est arrivé comment dans votre vie, demande le président. Je devais aller voir des clients. Pour son travail, j'ai fait la connaissance des gens, des libertins dans des clubs. J'ai jamais trompé mes compagnes, le libertinage n'est pas trompé. J'ai pratiqué le libertinage avec ma femme, une dizaine de fois, c'était toujours l'homme qui est en contact et qui établit la situation, assure Joseph, qui cite Christian L. Dans 99 des cas, l'épouse, vous ne l'avez pas au téléphone. Il y a bien un moment où la femme doit montrer son consentement, le reprend le président. C'est impératif, assure Joseph, s'il n'y a pas un geste, un sourire, une caresse, un regard. C'est quoi alors ? Joseph évoque la mise en place d'un scénario, le respect donné. Vous vous définiriez comment en matière de besoins sexuels ? En 2019, quand on s'est séparés, c'était très difficile d'être seul. J'ai cliqué sur ce site de chat. Pourquoi pas, explique Joseph. Quel que soit le scénario, vous entrez à un moment en contact avec la femme, s'assure Maître Babonneau. Comme participant avec la femme d'un autre homme à un échange libertin, il est de sa responsabilité de s'assurer de son consentement. Pour vous, le consentement peut être implicite ou tacite, tente d'expliquer son avocat sans aborder les faits. Cette affaire m'a détruit complètement. Cette personne, il pointe Dominique Pellicot, n'a pas de mots. Pour payer mon avocat, j'ai dû emprunter à des amis. J'arrive pas à vendre mon bien, avec ma petite retraite. Mes 2 petites filles, c'est ma vie. L'une fait du théâtre, l'autre chante. Elles peuvent être avocates alors, s'amuse son avocat. Joseph quitte la barre. Philippe, 62 ans, vient répondre aux questions de la cour à la barre. Franchement, lui, j'ai rien compris à ce qu'il raconte. Philippe L, 62 ans, vient répondre aux questions de la cour à la barre. Sa mère a témoigné hier. On sait que pour vous, le sport compte énormément et compte toujours. Votre vie sentimentale puis sexuelle, explique le président. Philippe dit avoir travaillé comme électricien dans l'entreprise familiale, mais elle a été placée en redressement puis liquidation. Philippe explique que son père est tombé dans l'alcoolisme. J'ai eu quelques aventures sans lendemain, mais avec l'entreprise familiale et les soucis, je me suis pas mal isolée. Les boîtes de nuit, c'était pas trop mon truc. Mes amis ont rencontré des compagnes et ils ont fait leur vie. Moi, c'était le travail et le sport, dit Philippe. Je multipliais les relations occasionnelles rémunérées, sauf une histoire pas saine avec une femme en instance de divorce, poursuit Philippe. J'ai toujours été seule. Dans la famille, dans les repas de famille Noël, j'ai toujours été seule, se répète Philippe. Philippe explique que c'était un collègue cariste qui lui a conseillé de se rendre sur Coco. Une fois par-ci, par-là, j'y allais, je rencontrais des couples et des femmes pour des relations rémunérées. Sur le plan sexuel, vous avez des besoins importants, vous vous imposez une fréquence, une semaine, plus. Les relations tarifées, ça correspond à un besoin. Une fois par semaine, je canalisais dans le sport, ça m'enlevait l'envie. Avec cette affaire, j'ai perdu beaucoup de mes capacités mentales. Aujourd'hui, je voudrais une relation sérieuse, j'ai besoin d'affection. Terriblement. C'est maintenant Charlie A qui dépose depuis le box. J'ai grandi essentiellement avec ma mère jusqu'à mes 14 ans. J'ai fait toute ma scolarité chez elle. Carpentras, puis Mazan. Ma mère a rencontré un homme, ça se passait pas vraiment bien à la maison. Mon père m'a récupéré chez lui, début 4e jusqu'au bac, explique Charlie A. Est-ce que votre beau-père a été violent, demande le président. Pas de violence physique, mais plutôt verbale, dans l'humiliation. Après, il a frappé ma mère. J'ai eu 2 relations longues, la première de 2 ans quand j'étais lycéen, la dernière s'est arrêtée en 2019. Est-ce que sur les faits, vous avez eu une relation stable qui a pu vous apporter bonheur et harmonie, demande le juge. Je pense pas, explique Charlie. Vous alliez sur Coco pour quoi, au départ? Comme ça, pour discuter de tout et de rien. Avant 2016, vous allez faire des rencontres physiques via Coco? Avant la première rencontre avec Monsieur Pellicot, je ne me rappelle plus. Et pendant 2016, entre 2016 et 2020, d'autres par Coco? Non. Comment vous en êtes venu à parler de votre mère comme projet avec Dominique Pellicot? Ah oui, c'est vrai, c'est lui qui voulait proposer de faire violer sa mère à Dominique Pellicot. Pour qu'il me lâche la grappe, je lui ai dit ma mère. Je lui donnais des dates et je trouvais à chaque fois des excuses pour que ça ne se passe pas. Je dis qu'il y avait mon petit frère, explique Charlie. Oh putain. Est-ce que vous vous entendez bien avec votre maman?
Pourquoi avoir pensé à elle, insiste le président. C'est le premier truc qui m'est passé par la tête, mais on a des relations normales, assure Charlie. Est-ce que vous avez pu être victime de quelque chose chez votre... C'est tellement chelou. Chez votre mère, insiste l'assesseur. Rien, assure Charlie. Votre sœur dit avoir vu votre mère en acte avec des hommes. Et vous alors lui demande Antoine Camus, l'avocat de Gisèle Pellicot. Non. C'est la troisième tentative de la Cour et des parties pour savoir s'il a été victime de violences sexuelles chez sa mère. Vous dites souvent que votre mère a fait ce qu'elle a pu, elle a des difficultés. Est-ce que vous avez la moindre rancœur, amertume à l'égard de votre mère, lui demande son avocat. On ne roulait pas sur l'or, mais je n'ai pas la moindre rancœur, assure Charlie. Dans les relations de couple, vous êtes celui qui domine ou celui qui est soumis, lui demande maître Christophe Huguenin-Virchaud. Celui qui est soumis, assure Charlie. Audience suspendue, reprise demain. Waouh! Putain, mais comment tu peux dire « Ah non, mais j'ai proposé ma mère... » Même pour rire, moi, ça me fait pas rire. Hein. Même pour faire dégager quelqu'un... Enfin, ça va pas ou quoi? Mais franchement, c'est n'importe quoi. C'était une audience un peu folle aujourd'hui. C'était une audience très creepy aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à demain pour la suite des audiences.